Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on ne vous parle pas uniquement de machines ou de technologie ou même seulement de l'humain, mais on parle plutôt de l'interaction entre les humains et la machine. Si vous voulez en savoir plus sur l'interaction humain-machine, en quoi ça peut vous aider dans vos projets de transformation numérique et surtout comment ça peut contribuer à votre succès, on vous invite à écouter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page LinkedIn ou toute plateforme audio telle que Spotify. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, nous accueillons Louis-David Noël. Bienvenue parmi nous. Ouais, bien, merci de l'invitation. On voulait commencer un peu pour te donner le micro pour nous dire un peu t'es qui toi, c'est qui Louis-David, c'est quoi ton background, autant personnel que professionnel, comment tu te démarques comme expert? Bien, en fait, je suis vice-président stratégie d'affaires succès client chez Nmedia. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le monde du numérique, à faire surtout de la transformation numérique là, depuis surtout une quinzaine d'années. Mon background à moi est en design d'interaction. Fait que l'idée, c'est justement de comprendre l'interaction entre un humain et sa machine. En général, les interfaces, ma spécialité étant dans la mobilité à prime abord. Puis, ma passion, en fait, c'est tout ce qui touche résoudre des problèmes. Fait que je pense que c'est ça le fil conducteur de tout ce que je fais dans la vie, c'est de circonscrire un problème, de rassembler le casse-tête, puis essayer de trouver le meilleur chemin pour que ce soit le plus efficient possible par la suite. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais qui te distingue comme professionnel sur le marché pour la transformation numérique? Bien, je pense que c'est cette volonté-là de... Tu sais, ce qui est le plus passionnant dans notre métier, en fait, en transformation numérique, c'est l'apprentissage que tu fais. Tu es tout le temps en train d'apprendre un nouveau business case, des nouvelles règles d'affaires. Puis, tu sais, il y a des domaines hyper complexes qu'on a fait, comme beaucoup de projets d'assurance dans mon background, qui est juste de comprendre comment je peux optimiser l'espèce de balance entre le légal, la conformité, les actuaires, puis après ça, ben, à la fin des fins, il y a quelqu'un qui a besoin de ce produit-là puis qui a besoin de l'utiliser. Fait, comment cet humain-là qui a pas le plaisir, là, lui, à magasiner de l'assurance, on va lui trouver une façon qu'il soit satisfait de l'expérience puis qu'il va trouver ce qu'il recherche. Fait que c'est ce genre d'assemblage-là qui me fait triper en général. Puis c'est aussi ça, ce volet-là, justement, qui est l'idée du casse-tête de toutes les volontés autour d'un projet comme ça qu'on va réussir à assembler ensemble. Ouais. Là, tu as mentionné que tu étais vice-président stratégie d'affaires et succès client chez Nmedia. Peux-tu nous parler un peu de Nmedia? C'est quoi comme entreprise? Comment vous vous démarquez sur le marché actuellement? Oui, bien, Nmedia, en fait, on est une centaine de personnes. Le siège social de Drummondville, mais on est éparpillés un peu partout au Québec. Puis, en fait, ce qui nous démarque là-dedans, c'est l'approche qu'on a qui est tout le temps centrée sur la problématique client qu'on veut résoudre, puis le besoin d'affaires de ce client-là. Puis ensuite de ça, pouvoir faire l'espèce de, justement, d'assemblage de ce casse-tête-là pour trouver la solution. On prend chacun de ces problèmes-là tout le temps sur 3 axes. Le besoin d'affaires, fait qu'il y a une raison en arrière de ça que l'entreprise essaie de résoudre. Il y a un besoin technologique ou il y a un requis technologique. Aujourd'hui, la plupart des transformations vont être technologiques. Ouais. Puis, il y a un volet humain. Fait qu'il y a le volet humain qui est l'employé. Lui-même, comment lui fait son travail, comment on peut l'améliorer, comment lui va subir en fait ce qu'on va créer. Il y a le client final, donc celui qui veut consommer le besoin ou le bien qu'il doit faire. Puis il y a les stakeholders, en fond, ceux qui vont bénéficier en fait du travail qui est fait. Merci de le préciser, ça va être important. Puis l'idée, c'est de faire cet assemblage-là. Puis ça, c'est un service d'analyse et conception qu'on va faire. Puis ce qui nous démarque après ça, c'est le fait qu'on est capable d'aider ces clients-là dans l'ensemble de leurs besoins d'affaires qui touchent le numérique. Fait qu'on a des lignes d'affaires qui parlent de commercialisation, fait la notoriété, vendre des produits, autant en B2B qu'en B2C là, dans ce cas-là. On a tout le volet d'efficience opérationnelle avec les équipes de développement sur mesure, développement par l'IA aussi beaucoup aujourd'hui. Tout le volet d'intégration de solutions avec notre équipe, notre ligne d'affaires d'intégration de solutions d'affaires, surtout Microsoft. Là, on est Microsoft Partner depuis plusieurs années. Puis, en fond, c'est l'assemblage de ces différents... Puis tout ce qui est mobilité aussi, là, tout ce qui est application mobile, puis ce genre de choses-là. Fait que c'est l'assemblage de ces besoins-là qu'on va faire pour résoudre des problèmes chez nos clients. Puis je pense que c'est un peu ça qui nous démarque d'être capable de le voir dans tous ces axes-là pour le customer journey ou le parcours du client, de ces clients-là.
dans l'ensemble de l'œuvre. OK. Y a-tu un client qui est plus typique chez vous ou moi, n'importe quelle entreprise pourrait dire ben j'ai un projet technologique qui s'en vient, j'aimerais être accompagné, je pourrais faire appel à Aide-Média ou est-ce que vous avez comme des disciplines un peu plus spécialisées? On a beaucoup d'expérience dans certaines industries, mais dans les faits, justement, comme je disais tantôt, notre passion, puis c'est ça qui regroupe les gens chez Aide-Média, là, c'est cette passion-là d'apprendre un nouveau use case, un nouveau business case, mais à la fin des fins, de le rabattre sur les besoins technologiques puis cette transformation-là. Puis, dans les faits, nous, on prône toujours une collaboration avec les clients. Un projet idéal pour nous autres, puis un client idéal, c'est un client qui a envie de s'investir dans son projet, puis qui va être partie prenante tout le long du projet, puis qui va faire partie de l'équipe de livraison. T'sais, peu importe le nombre de projets qu'on va avoir fait en manufacturier, en transport, en assurance, comme je disais, à la fin des fins, le client il est bien plus expert que nous autres. Ben oui. On ne sera jamais capable de le suivre, mais c'est cet assemblage, lui, en théorie, il n'est pas capable de me suivre non plus en technologie, les demandes de notre équipe. Fait que c'est cet assemblage-là qui fait que ça fonctionne. Puis c'est cette collaboration-là. Fait que on a travaillé dans toutes les industries imaginables. Là. On a de l'agroalimentaire depuis plusieurs années. On a beaucoup de manufacturiers. On a dans le domaine de la construction. On a l'assurance, comme je disais tantôt aussi. Puis, il n'y a pas vraiment de domaine dans lequel on ne pourrait pas aller jouer. On a fait du médical, on a fait de la santé. Fait que, on touche à beaucoup de choses, mais c'est vraiment cette espèce de collaboration-là proche avec les clients où ils font littéralement partie de l'équipe, sont avec nous autres à tous les jours, et puis ils collaborent. Puis je suis sûre qu'on va en reparler plus tard, mais c'est un point crucial au succès d'un projet de la sorte parce que il y a des entreprises qui pensent que ça va être un clé en main, puis fais ce que tu as à faire, puis après ça, intègre-le chez nous, puis bye. Mais si toi, tu n'as pas fait la collaboration avec l'équipe, justement, expert qui est là pour t'accompagner, et quand eux quittent, ben tu n'as pas les ressources, tu n'as pas l'expert, tu n'as pas l'expertise, tu es comme un peu jammé. Fait que c'est intéressant que vous mettiez vraiment ça de l'avant dans votre approche parce que je pense que trop souvent, les gens recherchent une clé en main. On est dans une société qui on veut que tout bouge, puis on veut la solution tout de suite, puis on est très consommateur. Donc, ça vient un peu dans la même pensée d'affaires des entreprises, de dire ben, je veux que ça change, changeons-le, puis advienne que pourra. Mais finalement, quand tu as cette pensée-là, il te manque comme une étape de vision. Là, puis tu l'avais dit la dernière fois qu'on a échangé ensemble, puis ça m'avait vraiment marqué que pour vous, l'implication de l'humain était vraiment cruciale, la collaboration, puis que quand vous partiez, ben eux avaient l'expertise pour le maintenir. C'était pas... C'est pas je suis autonome. Non, c'est pas que vous avez l'autonomie de leur solution, c'est qu'eux sont autonomes de leur implantation par rapport à ça. Tout à fait. Oui. T'allais dire quelque chose, Lou? Ou... Ben, j'allais juste rajouter, là, c'est un peu... c'est pas comme aller acheter un jeu vidéo ou de télécharger une application sur ton téléphone cellulaire. Là. Il y en a qui s'imaginent, ben, on discutait tout à l'heure là, des ERP. Là, je veux dire, tu peux pas juste installer ça puis dire « Wow, ça va marcher. » En fait, c'est ce parallèle-là que les gens font dans leur réflexion puis comment on approche ce genre d'application-là ou ce genre de projet-là. C'est qu'ils se disent « Ouais, mais regarde, si je veux un site web, je peux aller sur WordPress, faire un next, puis je vais avoir un template. Ou je vais aller sur Shopify, je vais faire un next, je vais avoir une boutique en ligne. » Où ils vont dire « Regarde, sur mon téléphone, là, si je veux avoir un outil qui automatise des tâches ou un pseudo-CRM, peu importe, je peux faire next. Regarde, j'ai downloadé, ça s'installe, 5 minutes après, il est là. » Puis ils projettent, en fait, leur facilité à eux d'utiliser un outil, puis à se modeler, eux, à les contraintes d'un outil, à le porter vers, ouais, mais est-ce que l'ensemble de l'entreprise peut se modeler à l'outil? Est-ce que l'ensemble des employés peuvent se modeler à l'outil? Oui. Puis c'est là, cette distance-là, tu dis, mais regarde comment c'était facile, c'est next, regarde comment ça a été fait, puis regarde, je suis capable d'en tenir un bénéfice. Oui, toi, individuellement, tu gagnes peut-être 15 minutes dans ta journée ou pour une tâche que tu n'aimais pas faire, mais est-ce que l'ensemble de la business peut utiliser ça? Puis c'est là souvent où c'est le disconnect justement entre ce qu'on vit au quotidien, puis comment c'est cette facilité-là, puis cette facilité-là aussi de juste déliter l'app, si elle n'a pas fait ton affaire, puis d'en downloader un autre, que tu ne peux pas te permettre dans une entreprise de faire on va essayer cet outil-là, puis dans 2 semaines, on le mettra aux poubelles si ça ne marche pas. Quand tu as investi de l'argent, c'est du ça, temps. Oui. Fait que c'est ça. Puis on pourra en reparler un peu plus tard, mais ça vient un peu à une autre réflexion que tu nous as déjà présentée, qui était si tu ne cibles pas ta problématique, puis tu ne sais pas pourquoi tu es en train de faire le projet, bien, tu n'es peut-être pas en train de faire le bon projet, tu sais. Fait que
de dire « Ah, je vais essayer ça all-in dans cette application-là parce qu'elle me semble adéquate », mais que tu n'as pas fait ta réflexion préalable sur tout ce que ça impliquait faire un changement de la sorte. Puis pourquoi tu faisais ce changement-là? Ben, tu es peut-être en train d'investir temps et argent dans une application, un logiciel, un nouveau robot, etc., qui n'est pas le besoin immédiat de ton entreprise. Exact. Mais tu sais, comment l'humain fonctionne, là, il est capable de projeter, de trouver des problématiques. On recherche des patterns. Notre cerveau cherche des patterns, puis essaie de les identifier, puis tout ça. Puis il cherche des solutions. Puis il va s'exprimer en solution. Fait que souvent, il va arriver, il va dire oui. Ben je sais, le problème, c'est ça me prend un palettiseur. Je sais c'est quoi le problème, ça me prend, mettons, un CRM. Puis il va parler en mode solution, mais à la fin des fins, là, c'est pas ça que tu veux. Personne n'a besoin d'un CRM dans la vie. Personne n'a besoin d'un palettiseur dans la vie. Ils ont besoin de résoudre l'autre problématique qui est sous-jacente. J'ai besoin de structurer mon équipe de vente, ou j'ai besoin de documenter mon cycle de vente, ou j'ai besoin de protéger mes données parce que ça ne peut pas mourir dans un Outlook de tous mes vendeurs pendant qu'ils sont sur la route. Ou je ne peux pas me permettre d'avoir un employé qui fait justement du palettisage à la longueur de journée, ou c'est pas sécuritaire, peu importe. Il y a un problème sous-jacent qu'il faut aller identifier. Puis notre cerveau, je prends des exemples faciles, là, mais on est bon à parler en mode solution, puis à dire ça, c'est la solution, puis c'est ça que j'ai besoin. Mais après ça, on pense que bien, parfait, installe-moi la solution d'abord. Je l'ai, la solution est facile. Mais à la fin des fins, après ça, c'est là que tu te ramasses avec un projet qui est installé, qui est terminé. Puis tu dis, Colin, ça n'a pas résolu mon problème. C'est peut-être même pas la solution pour la source du problème. C'est ça. C'est fou quand même. Oui. Hey, là, l'analyste en moi est flatté parce que ça vient de dire. Là. Oui. Mais c'est là qu'est le bout intéressant d'un projet, justement, c'est de dire, OK, attends, on va prendre 2 heures d'atelier là, ensemble, là, puis on va juste comme, c'est quoi le problème? Exact. Puis, tu sais, souvent, je revisais encore hier un document d'appel d'offres de ce type-là, où le client dit, ben oui, mais je t'ai fourni mon BRD. C'est quoi? Mon Business Requirement Document. Je vais juste dire anglicisme. C'est pas grave, au moins on a l'acronyme. C'est ça. Puis mon FRD, qui est mon Functional Requirement Document. Fait que là, il dit, je t'ai fourni les deux là. Fait que t'es autonome, t'es capable de rouler puis de l'équipe. Tu dis, ben non, pas partout. Tu m'as même pas fourni. Dans le fond, tu m'as fourni les solutions. Tu veux que le document, l'outil fasse ABC. Puis tu m'as dit, ça, c'est des règles d'affaires, il faut que ça sous-tende. Mais tu me dis pas, un peu, qui utilise ça, comment il l'utilise, à quelle fréquence il l'utilise, puis le volet technologique aussi, tu ne me l'as pas dit. C'est connecté à quel système, ça? C'est quoi le langage en arrière? Y a-t-il des API disponibles? C'est quoi la sécurité des données qu'il faut que je fasse? Le monde pense que, bon, mais je t'ai fourni tout ce qui est by the book, là, on demanderait de te fournir, fait qu'à cette heure, livre-moi là, puis sors-moi un prix. Mais c'est pas de même que ça fonctionne un projet. Mais lui, il t'amène la solution, là, et pour lui, elle est complète, elle est documentée. Tu as tout ce qui est fonctionnel, puis tu as toutes les règles d'affaires. La solution est claire, tu sais. C'est là, il manque un axe là-dedans. Là. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est l'axe le plus critique. Assurément. Parce que tu veux pas assumer que tu connais l'entreprise. Tu sais, c'est pas, tu l'as dit au début. C'est pas nous l'expert en entreprise, tu sais. Je veux dire, nous, tout type de consultant ou accompagnateur, on vient avec une vision externe, vous challenger, vous accompagner, revoir votre vision, etc. Mais l'expert concret, c'est peut-être même pas le PDG en haut qui est comme « voici la solution ». C'est peut-être l'opérateur quotidien qui est comme « ça, c'est un irritant majeur. Puis quand tu vas m'implanter ce logiciel-là, ça ne réglera pas cet irritant-là. C'est comme un plaster à mauvaise place. Tu as mal au genou puis je t'ai mis un plaster sur l'oreille. C'est comme... Non, mais c'est souvent ça, c'est le manager, puis souvent la personne qui va prendre la décision, elle est capable de... Elle sent le pain point. Elle sait où ça fait mal. Elle le ressent. Elle n'est peut-être pas capable de le verbaliser. Peut-être pas capable justement de trouver la bonne solution ou le bon assemblage parce qu'en plus de ça, ça prend... La personne qui ressent le pain point n'est pas tout le temps quelqu'un en TI ou quelqu'un dans notre domaine. Mais ce pain point-là, il est ressenti. Il sait qu'il y a de quoi qui l'énerve puis il faut qu'il le règle. Mais après ça, si tu ne vas pas sur le plancher puis aller discuter avec ces gens-là puis aller voir, OK, mais c'est quoi le... Moi, j'ai le symptôme, si on veut, mais je vais aller faire le diagnostic. Si tu ne parles pas à personne pour aller faire le diagnostic, tu y arriveras difficilement. Puis là, tu vas tomber dans des patterns, tu vas chercher... Puis c'est sûr, tu cherches le silver bullet tout le temps, puis l'affaire va être le plus vite, parce que c'est pas des compagnies qui gagnent de l'argent ou qui gagnent leur vie à implanter des CRM ou des ERP ou un palettiseur ou n'importe quelle solution. C'est pas ça leur core. Non, c'est ça. Mais ils veulent livrer. Ils veulent livrer puis ils veulent régler le pain point le plus vite possible. Puis c'est là que la solution, il faut la trouver. Il faut la trouver ensemble. Puis c'est là où
le volet que moi je prône, en tout cas, ou dans notre discipline, on prône beaucoup, c'est ce volet-là itératif avec les stakeholders ou avec les parties prenantes qui peuvent être, qui n'est pas juste des décideurs, en fait. C'est là, à un moment donné, qu'il faut ramener la conversation. C'est les parties prenantes d'un projet de transformation numérique. Ce n'est pas que ceux qui bénéficient du retour sur investissement. Non, c'est ça. C'est ceux qui utilisent l'outil au quotidien qui, eux, génèrent le retour sur investissement. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Ah ouais. Puis c'est... Là, je bifurque dans mon esprit, mais c'est aussi en prenant conscience de ce niveau-là de parties prenantes, par exemple les opérateurs, les adjacents, ceux qui, au quotidien, travaillent avec la future outil ou les irritants, etc., qui, eux, vont assurer le succès. Le PDG, lui, il peut avoir la meilleure des décisions, dire « je suis prêt à investir tant d'argent dans ce projet-là, etc., ça va nous sauver tant d'argent, blablabla ». Mais si son équipe adhère pas, il est en train d'investir de l'argent nulle part. Puis pour qu'elle adhère, il faut qu'elle se sente écoutée, compris, puis qu'elle ait l'impression d'être impliquée dans ce changement-là, tu sais, dire hey, moi, j'ai soulevé cet irritant-là, puis ils sont en train de l'adresser, tu sais. Pour qu'après ça, quand la solution arrive dans ta cour, t'es comme, c'est vrai que ça va me sauver du temps. Et non, voici la solution clé en main pour toi. Je sais pas si ça va te faire sauver du temps, mais on avait l'argent pour l'acheter. Là, t'es comme, OK. Fait que j'aime ça vraiment, ton approche. Là, on a comme élargi beaucoup. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais en gros, moi, je comprends que NMedia, vraiment, c'est une entreprise que toute entreprise pourrait appeler pour un changement technologique de la sorte, puis qui pourrait, qui désire pas avoir une clé en main, mais qui désire être accompagné et collaborer avec un expert qui permet de les orienter vers une bonne solution, puis de les rendre autonomes dans ce changement-là. Oui, tout à fait. On aime bien poser cette question-là à nos invités, c'est avoir un peu l'étendue de comment la transformation numérique est perçue ici, au Québec. On sait qu'il y a 1001 définitions dans la littérature par rapport à l'industrie 4.0 ou la transformation numérique. Toi, ta vision de la transformation numérique, c'est quoi? Ben, en fait, il y a tout le temps, il y a les grands concepts, connus, les définitions qu'on a besoin, à fin des fins, pour avoir des référents communs, là, fair enough. Là. Je comprends ce bout-là. Mais quand on arrive dans un projet ou sur le terrain, puis tu t'embarques dans un projet de transformation, justement, bien, c'est rarement ça, en fait. C'est un projet d'évolution en général. Puis je préfère parler beaucoup plus d'évolution d'entreprise ou d'évolution numérique rendu là, parce qu'on fait toujours, on part toujours d'un écosystème ou un environnement numérique existant. Fait que, tu sais, c'est rare, là, les projets qui partent from scratch. Là. J'ai zéro informatisé quoi que ce soit, même pas ma boîte courriel, mettons, ça n'existe pas. Là. Fait on part tout le temps avec de quoi qui existe, puis il faut tout le temps considérer cet existant-là. Fait la transformation donne un peu l'image qu'on va faire table rase, puis on va vous mettre aujourd'hui, au bout du jour. Là, c'est ça. Fait que c'est un peu comme un update. Tu vas passer de la version manufacturier 3.0 à 4.0 grâce à moi. Puis c'est pas ça la vie. Là, la réalité, c'est qu'il y a un écosystème qui est là, il y a un budget à respecter. Il y a des enjeux à respecter. Puis, comme je disais tantôt, il n'y a pas aucune business que leur souhait, c'est de changer leur ERP. Là, qui disent, ça, c'est ma volonté, mon objectif d'affaires, c'est de changer mon ERP. C'est pas ça. Ils ont besoin d'efficience, ils ont besoin de résoudre des problèmes, ils ont un risque à gérer, ils ont un fournisseur qui les abandonne, ça arrive ça aussi. Fait que là, il faut changer la solution en mode crash, puis en mode urgence. Puis, ça arrive. Puis... dans les faits, je parle plus d'une évolution numérique, puis en disant, c'est où est-ce qu'on peut amener le plus de valeur, puis qu'est-ce qu'on... comme si tu rénovais c'est tout le temps comme si tu rénovais une vieille maison, dans les faits. Tu ne vas pas acheter à terre à chaque fois que tu veux changer une salle de bain. Là. Tu vas dire, OK, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Quel genre de travaux je veux faire? Puis qu'est-ce que ça va impacter dans la structure qui est déjà en place? Puis qu'est-ce qu'il faut que je renforcisse? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce que quand j'ouvre ce mur-là, il est pourri, il faut que je change? Ça fait partie de ça. Mais tu sais, c'est pareil dans le numérique. Là. T'arrives, c'est comme, comment ça, qu'il y a un outil non, de ça même, arrive ça? Jamais, ça. Ça arrive jamais. Oui, c'est ça. Puis là, tu as une nouvelle loi de conformité qui embarque, nommément, exemple, la loi 25, ce genre de choses-là. Puis tu dis, ah shit, comment ça se fait que ça download ces affaires-là à telle place? Comment ça se fait que ça envoie cette information-là de cette façon-là? Comment ça se fait que ça stocke cette information-là? Puis aussi banal ou aussi aberrant que ça peut paraître,
Ben oui, il y en a encore des affaires où tu te dis, Caroline, comment ça fait que c'est une base de données Access tout en clair? Puis que puis il y en a encore, tu sais. Puis je nommerai pas des business qui ont des centaines de succursales qu'on connaît tous, qui roulent encore sur du Excel à bien des places. Puis que, tu sais, c'est des macros qui roulent. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Puis oui, ça, tu veux essayer d'en enlever le maximum, mais à la fin des fins, tu peux pas faire table rase à chaque fois. Non. Puis ton analogie était parfaite par rapport à la maison. Tu achètes une maison, tu n'as même pas à temps pour la bâtir comme tu la veux. Là, si tu voulais une nouvelle maison, ben, tu aurais bâti. Si tu achètes une ancienne maison, c'est parce que tu sais qu'il y a certains murs qui ne vont pas se déplacer. Là. C'est ça. Puis je pense que en faisant du pouce sur cette analogie-là, on peut aussi penser que des projets d'évolution numérique comme ça, comme tu le mentionnes, ça peut être fait en phase. Je veux déplacer ma salle de bain? Ouais, OK. Déplacer ma salle de bain implique quoi? Exact. Elle n'est pas fonctionnelle pendant 3 semaines. OK, donc, est-ce que je suis mieux de construire ma salle de bain puis garder mon logiciel opérationnel pendant ce temps-là? Puis quand tout est prêt pour faire le merge? Tu sais, il y a plein de visions. Puis je pense que tu l'as bien exprimé, c'est je ne mettrai pas tous les murs à terre. Puis malgré que je risque d'en défaire des murs, je risque d'avoir des imprévus dans ça. Il va-tu être pourri, pas pourri? Même chose avec le logiciel, finalement, il fait pas pantoute ce que je pensais qu'il allait faire. Il va falloir comme retravailler un peu. Oui. Mais de le faire, d'avoir une idée établie en phase, je trouve que ça donne plus de chance aux entreprises de se démêler un peu. Puis là, je reviens un peu sur ce qu'on a discuté au début. C'est beau de faire tout en phase, mais si tu n'as pas fait l'étape préliminaire qui était c'est quoi mon diagnostic, c'est quoi ma vraie problématique, qu'est-ce que je vise à résoudre en fonction de la vision que j'ai pour mon entreprise, bien, tu vas peut-être pas établir les bonnes phases d'évolution, tu sais. Fait que de vraiment démêler tout ça puis d'approcher les projets de transformation numérique comme des étapes et non un but en soi, tu sais. Exact. Puis si tu trouves la bonne problématique, tu vas trouver qui t'impacte en résolvant cette problématique-là aussi. Puis des fois, ça aussi, tu le découvres. Fait que là, tu vas découvrir que, attends un peu, la conformité, elle a un mot à dire là-dedans. Elle peut pas juste subir ce qu'on met là. Ouais. Puis l'adjointe, mettons, qui va utiliser le système, tu sais, mettons, je pense à des conseillers en finances personnelles, mettons, des genres de projets qu'on a déjà fait. Mais elle a un rôle, elle joue au quotidien un rôle pour aider, dans le fond, le conseiller ou à fond, son collègue, mettons, à orchestrer son travail. Puis elle fait les choses pour une raison. T'sais. Puis peut-être qu'elle ne suit pas les règles de conformité pour une raison. Puis il faut comprendre ça. Oui. Parce que la conformité va dire non, c'est pas de même qu'on fait ça. Là. Si tu veux respecter la règle, c'est A, B, C, c'est ça qu'on fait. Puis si tu prends ça comme un BRD, qui est une fin en soi, puis tu dis, dans le fond, je fais mes tests unitaires, après ça, je fais mes tests de conformité sur le BRD qui t'a été donné. Mais lui aussi, il t'a parlé en mode solution. Là. Si tu fais A, B, C, tu vas être conforme. OK, c'est pas ça, par exemple. A, B, C, tu le dis parce qu'il y a une raison. Ouais. C'est là qu'on s'en va négocier ou travailler avec ces experts-là. Puis je m'échappe tantôt puis que je dis plus des SME ou des Subject Matter Experts. Fait que eux ont un rôle à jouer, mais ils vont donner des solutions. Encore une fois, comme ton sponsor de projet ou ton commanditaire de projet va parler en mode solution au départ. Mais à la fin des fins, lui, c'est pas ça la solution, c'est la règle à l'arrière qu'il veut couvrir. C'est ça qu'on a à découvrir. Comment je peux optimiser ce que l'employé va vivre pour le bénéfice du client final, à la fin des fins, c'est lui qui va consommer ton besoin et qui te génère ton argent et tout ça, pour que ça fitte avec la conformité légale ou conformité d'entreprise ou ta gouvernance. Puis comment je fais l'assemblage de ces 3 casse-têtes-là pour dire, OK, un peu, toi, en arrière, c'est pas ABC, c'est X, Y, Z que tu veux faire. L'employé peut faire ce chemin-là pour que ça fonctionne. Puis, comme ça, le client final gagne 1 heure dans sa journée ou en a plus pour son argent. Puis c'est ces assemblages-là qu'on essaye de faire en général dans ces projets-là, puis d'identifier justement quand ces gens-là doivent intervenir. Parce qu'à la fin des fins, c'est tout du monde important dans le projet. Ouais. Je pense puis, que... vas-y, Oui, à l'inverse, je pense qu'on peut dire aussi que si on ne fait pas ce travail-là de questionner les règles de comment on travaille, on ne bénéficie pas nécessairement pleinement après ça de l'outil numérique. Parce que l'outil numérique, des fois, elle ouvre des opportunités, elle ouvre des portes vers des façons de faire qu'on est moins habitué. Puis on va rater ces opportunités-là. Puis souvent, tu sais, il y a une expression que je connais bien là, qui s'appelle « automatiser le chaos ». Fait que si tu as un mauvais processus puis tu l'intègres dans l'outil numérique, tu vas travailler mal plus vite. C'est un peu ça le danger. On disait tantôt, tu as un symptôme que tu veux résoudre qui est peut-être lié à une procédure, une façon de faire, puis tu l'automatises à la place de la challenger. Oui. Mais ton symptôme, il va juste
continuer à exister, peut-être un peu plus rapidement, mais ton symptôme reste là. Tu ne l'as pas résolu parce que tu n'as pas challengé ce bout-là. Puis dans un monde compétitif comme on a là pour les différentes entreprises, à la fin des fins, tout le monde veut se démarquer des autres. Tout le monde veut... Comment je fais une expérience client qui est hors du commun? Comment je fais pour que mon produit soit meilleur? Tout ça. Fait que si tu restes tout le temps dans le même cadre, puis tu te donnes pas l'opportunité de pouvoir évoluer, innover, puis te laisser de place à itérer après la livraison, ben, tu perds cette agilité-là où tu ne gagnes pas l'agilité que tu voulais gagner, puis tu ne vas pas chercher le bénéfice justement d'être capable d'évoluer dans un monde compétitif, puis d'être capable d'essayer des choses, puis d'essayer de se démarquer autrement que ce qu'on faisait avant. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. On va prendre une courte pause, puis on va revenir sur le vif du sujet à notre tour. Vous écoutez Les Voix de la transformation. On tient à dire un énorme merci à nos collaborateurs. Si vous souhaitez devenir un collaborateur et venir partager vos expériences avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On profite aussi de cette pause pour vous inviter à vous abonner à notre contenu et ne rien manquer. Donc, nous sommes de retour après notre petite pause. Et dans ce qu'on a commencé à discuter, Louis-David, tu as parlé beaucoup de projets que tu fais avec des entreprises. Est-ce que, dans le fond, tu as un exemple d'un projet qui s'est bien déroulé et d'un projet qui s'est peut-être un peu moins bien déroulé, on va dire ça comme ça? Bien, il y en a une panoplie depuis au moins une quinzaine d'années, là, justement, dans le volet de transformation numérique. Ça reste tout le temps une question un projet va bien, premièrement, c'est la collaboration. La collaboration, comme je disais, des parties prenantes, fait que les décideurs, ceux qui veulent aller de l'avant vers le projet, mais aussi des gens que ça va impacter. Ouais. Donc, ça, en général, ça te donne pas mal une bonne idée de si le projet va bien aller ou pas. Ça, j'imagine, ce que je te coupe, mais vas-y. J'imagine que dès que tu rentres en entreprise, tu le sais déjà. Oui. Direct, là, tu dois le percevoir vite que les gens sont prêts à collaborer ou ils ont une ouverture vers ce changement-là, etc. Oui. Je ne veux pas couper la question, je veux qu'on y réponde, mais juste un petit bémol. Est-ce que, en identifiant ça rapidement, tu as quelque chose que tu mets de l'avant pour comme changer l'approche? Parce que, tu sais, je me dis, tu rentres dans une entreprise qui est super collaborative, qui est super ouverte, qui est super content de ce changement-là. Tu dois avoir moins de préparation à faire pour le changement à venir, tu sais, versus une entreprise qui est comme, on fait ça, non, mes employés ne seront pas impliqués, on va dans cette direction-là, ma décision est prise. Comment tu fais pour tourner la collaboration de bord? C'est clair. Pour nous autres, c'est clair que ça dépend de la culture de l'entreprise puis de la philosophie un peu de la personne qui est en avant de toi quand c'est le temps de le faire. Puis, tu sais, il y a des projets qu'on va arriver à changer la conversation. Tu sais, on va arriver dans un justement l'appel d'offres, exemple, ou quelque chose comme ça, puis tu peux quasiment le lire d'entrée de jeu. Tu sais, quand ils ont l'impression de te dire tout a été pensé, tout est fait, il vous reste à exécuter. En général, là, tu peux dire si j'arrive pas à changer cette conversation-là, ça va être compliqué. Ouais. Puis ça peut devenir une question de qualification pour nous autres. Donc, ça se peut qu'on dise juste, soit qu'on ne répond pas à l'appel d'offres ou qu'on contacte le client et on dit moi, j'ai de quoi à te parler et à te proposer, là, mais sinon, je pense que ça le fera pas. T'sais. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on va aller utiliser. Puis en général, justement, c'est là qu'on va remarquer si le projet va bien aller ou pas à partir de cette conversation-là. Mm-hmm. Puis quand on leur dit souvent, regardez, un projet, là, ça a 4 grandes phases là, en général. Puis elle est plus ou moins avancée avant qu'on arrive, ces différentes phases-là. Mais une chose est sûre, on n'est assurément pas rendu à la phase de production. Fait que tu as toujours une phase d'analyse, en tout cas dans notre approche, tu as toujours une phase d'analyse puis de découverte, justement, de comprendre, je veux comprendre la vision. Je veux pas que tu me dises ce que tu veux que je fasse, je veux comprendre pourquoi je le fais. Fait que ça, je veux parler justement des 3 angles que je disais tantôt. Je veux un angle technologique. Je veux être capable de parler avec des TI. Puis ceux-là, absolument, sont impliqués dans le projet. Là, ça fait partie de la game, ce volet-là. Mais je veux pouvoir aller comprendre c'est quoi les technologies qui sont là, c'est quoi les outils sur lesquels je vais me connecter, les impacts qu'il va avoir, puis c'est quoi l'écosystème que tu as déjà en place. Mm-hmm. Puis surtout, la capacité de l'équipe que tu as en place. Parce que je vais léguer ce que je fais à quelqu'un. Puis est-ce que cette équipe-là, je vais prendre les technologies qui sont capables de supporter ou j'ai besoin de faire plus de formation? Fait que, ça, c'est un des angles. Encore une fois, c'est sur l'humain qu'on venait. Là. On est sur l'équipe. Est-ce que l'équipe qu'on va avoir va jouer un rôle avec mon produit ou mon projet une fois que je vais l'avoir livré? Il y a l'axe justement du besoin d'affaires. Là. Fait que c'est qui les parties prenantes, les SMI que je disais tantôt, les Subject Matter Experts, qui vont venir impacter mon projet ou qui ont des décisions à prendre ou qui ont un droit de veto des fois sur mon projet. Puis quand est-ce qu'ils peuvent interagir avec moi? Puis tu sais, j'ai un exemple dans l'assurance qui est souvent le cas, c'est que tu sais,
c'est toujours une question aussi de ne pas diaboliser les autres expertises, parce qu'il y a beaucoup de ça dans des projets, des fois comme ça. Ah, mais le légal, il va dire telle affaire. Ou, ouais, entre eux, ils ont il y a une petite dynamique. Là, c'est comme, oups. Mais puis dire, ouais, mais le légal, il est là pour quelque chose. Là. Lui, elle a une mission. Elle veut gérer le risque de ton entreprise. Elle veut s'assurer que tu ne mets pas des problèmes de liability, mettons, ou d'imputabilité éventuelle, là, dans le fond, de responsabilité indue sur ton projet. Fait qu'il n'est pas là pour te faire du trouble. Il est là pour gérer le risque de ton entreprise. Fait que si tu ne l'impliques pas dans ton projet, lui, il va dire, ben, quoi qu'il arrive, avant que tu mettes en ligne ou avant que tu t'en ailles en production, moi, je vais stamper ce que tu as fait. Là, si tu ne l'as pas impliqué avant, là, c'est pas le fun. Ouais. Il y a beaucoup de retours en arrière s'il n'a pas été impliqué. Exact. Puis ça en est des exemples de projets qui ont moins bien été où ce que le légal coûte, je parle d'une compagnie d'assurance située à Toronto, le légal, c'est une grosse firme, il coûte 700$ de l'heure. Fait que là, on ne va pas les déranger parce que, c'est pas une question de déranger. Non, dérange-le tout de suite parce que tout à l'heure, c'est lui qui va te déranger. Mais c'est ça, puis si tu fais un audit de 8 heures versus des petits blocs de 2 heures, mais ça se peut que ça revienne à peu près au même à la fin, mais ça va impacter bien moins le flow de ton projet. Tu sais. Ben, c'est peut-être qu'au fond, ça va revenir au même nombre de temps d'illégal, mais toi, le travail qu'il va falloir que tu rechanges en fonction de leur audit que tu as fait à la fin. Et le budget que ça va impacter. Oui, puis il y a un principe que plus les changements sont faits tard, plus ça coûte cher. Là, exact. L'inverse est vrai aussi. Tu veux travailler avec des hypothèses qui sont validées. Exact. Ouais. Tu veux pas travailler avec des hypothèses tout le long. Oui, absolument. C'est ça le principe. Fait que là, qui peut valider mes hypothèses? Ben, il y a le TI, avec la technique. Il y a les experts affaires. Puis il y a les utilisateurs qui vont adhérer à ton produit puis à ton projet, puis qui, eux, ont d'en face à tous les jours l'utilisation de cet outil-là, soit pour être un proxy. Tu sais, exemple, si on se voit dans un service blueprint, là, dans les étages le client parle avec un employé, puis l'employé est le proxy d'un système en arrière, en général. Mais soit que lui, il n'est pas capable de faire son travail comme il faut quand il est en mode proxy, justement en mode travail avec son client, ou soit que tu le mets dans les mains autonomes à ton client, puis que lui, il ne trouve pas son compte, puis si lui n'adhère pas, t'es fait. T'sais. Non, c'est ça. Fait que ça lit les enjeux d'un projet de ce type-là. Puis, tu sais, je pense que les cas typiques que je peux voir, c'est prends un CRM que tu imposes à une équipe de vente. Puis tu leur dis, des fois, ils leur disent même pas pourquoi ils le font, là, ou un customer service là, ou service à clientèle. Ils vont utiliser le CRM aussi en général. Puis tu vas leur dire, bon, ben j'ai changé ton CRM pour que vous soyez plus efficace. Parce que là, je vais avoir un système de ticketing, il va y avoir des alertes, puis il va y avoir des fiches clients, ça va être numéro 1 pour toi. T'sais. Mais à la fin des fins, il n'y a pas grand monde qui aime utiliser un CRM. T'sais, dans les faits, c'est pas ça il n'y a personne qui leur dit mon trip, ça va être si je suis un vendeur ou un représentant sur la route, mon trip, c'est pas d'être dans le CRM à key puncher puis à documenter ma vente, alors que je pourrais être en train de vendre, mettons, la machinerie que je parle machinerie agricole, l'exemple que j'ai en tête en ce moment, exemple. Lui, son trip, c'est de parler avec l'agriculteur ou parler avec le chef d'entreprise puis dire voici les machineries que j'ai à t'offrir, les options, essayer de comprendre ce que je peux t'offrir, puis comprendre c'est qui sa compétition, puis voir c'est quoi le meilleur prix que je peux y faire, puis tout le kit. Puis là, après ça, il retourne dans son auto, puis là, faut que je remplisse ma fiche de CRM pour faire plaisir à n'importe qui dans mon entreprise. Fait que le système, dans ces cas-là, se ramasse à ne pas être utile pour les gens qui l'utilisent au quotidien. Puis il n'est pas utilisable pour lui non plus. Il est pénible. T'sais. Non, c'est ça, c'est un irritant. Là. Toi, tu es comme, voici quelque chose qui va te sauver du temps, ça va être merveilleux. Puis lui, il est comme, non, c'est plus comme vraiment chiant. Puis à chaque fois qu'il faut que je le remplisse, genre, j'ai l'urticaire parce que je suis comme, que c'est une perte de temps. Exact. Puis ça, on le voit souvent, où à la fin, le projet arrive, puis c'est, je vais te vendre des licences, je vais te vendre des seats de CRM, parce que c'est le genre de produit qui fonctionne comme ça. Puis, next, ça fonctionne. Regarde, ça, c'est tes incidents, puis ça, c'est ton flow d'achat, puis ça, c'est ton équipe, puis ça, c'est tes dashboards. Merci, bonsoir, vanille-ish, ce que le système fait out of the box, puis voilà, tu sais. Puis après ça, j'ai vu des cas où ils ont acheté à peu près 200 seats. Ça fait 2 ans qu'il y a à peu près personne qui roule dedans. Puis si exemple, on parle de Dynamics à 80-90$ du seat par mois, c'est de l'argent à la fin. Là. C'est de l'argent à la fin. Oui. C'est de l'argent mis aux poubelles. Exact. Puis ça aurait sûrement pu être évité si, en entrée de jeu, les utilisateurs finaux, mettons tes vendeurs, avaient été concernés.
Tout à fait. Tu aurais peut-être choisi une solution qui coûte moins cher, qui, eux, leur répond à leurs besoins, mais qui ne crée pas un irritant, puis qu'au bout du compte, sort quand même de l'information assez pertinente pour dire j'ai collecté assez d'informations, je suis conscient de comment mes ventes vont, etc. Mm-hmm. C'est fou là, de penser qu'il y a autant d'argent injecté dans des solutions qui ne sont pas mises de l'avant parce que l'opérateur, le vendeur, la personne qui va utiliser cette solution-là n'a pas été concernée. T'sais. Exact. Il n'en tire pas de bénéfice lui-même. Exact. Puis tu sais, en interaction de machine, il y a un concept général qui est... C'est un triangle tout le temps entre l'utilisateur lui-même, son besoin, l'interaction avec l'interface, comment il comprend l'information que l'interface lui ramène, puis comment lui va interagir avec cette information-là par la suite. Puis c'est un triangle qui tourne. C'est un cycle. Puis moi, j'extrapole ça à des systèmes après ça. Oui. Mon système, j'ai un utilisateur qui interagit avec le système, mais qui doit en retirer quelque chose. Exact. Oui. Si on demande à une équipe de vente, un représentant, d'utiliser un système puis de donner à la machine, il faut que la machine y en redonne quelque chose. Ben oui. Mais souvent, ça semble évident, là, mais c'est rarement pensé comme ça. Oui. Non, c'est sûr. Fait que c'est remplis-moi tes fiches. Ta journée est finie, remplis-moi ta fiche. Remplis-moi ta fiche. Mais elle donne quoi? Je veux avoir... Souvent, les dirigeants ou les managers vont parler en fonction de ce que ça va l'apporter à eux. Sa perspective. Remplis ta fiche parce que ça va me donner des métriques, ça va me donner... Mais il ne va pas nécessairement... se mettre dans la peau de l'autre. Ça, tu parlais d'implication tantôt. C'est vraiment critique. Puis on va se tromper de motivation. L'équipe de vente qui ne remplit jamais ses fiches 2, 3 mois, 4 mois plus tard, c'est quoi la réponse de son manager? Ça va être de dire, mais si tu veux ta commission, tu remplis ta fiche. Ouais, puis là, tu te trompes de motivateur. C'est pas parce qu'il veut sa commission qu'il va remplir une fiche. Il va le faire probablement. Mais s'il le fait avec... Mais il va le faire à la va-vite. C'est ça. S'il le fait pas comme il faut, cette information-là est feedée au service à la clientèle par la suite. Le service à la clientèle utilise cette information-là pour interagir avec le client à la fin. Il faut que tu trouves la bonne motivation. Qu'est-ce qui t'aiderait, monsieur le client? Monsieur le vendeur, qu'est-ce qui va t'aider à la fin? Qu'est-ce que tu veux en retirer? Est-ce que, exemple, si avant d'arriver à une rencontre, je t'automatise un envoi d'un rapport pour te remettre en contexte de ce client-là? Est-ce que tu veux que je te préfiltre des clients qui sont similaires qu'on leur a vendu des produits dernièrement? Est-ce que tu veux que je te donne de l'information sur la compétition dans la région de ce client-là pour que tu arrives comme ton sales pitch plus adapté avec? Y a-t-il quelque chose que l'information qui se retrouve dans ce système-là peut te redonner finalement, puis qui est un afterthought peut-être pour le stakeholder qui t'a donné le projet, mais qui est pour l'adhésion puis d'avoir la bonne information disponible dans le système au bon moment. Lui, il va vraiment avoir de la valeur ajoutée là, exact. À sa fiche remplie. Exact. Puis surtout aujourd'hui avec l'IA, il y a beaucoup de gains de ce type-là qu'on peut faire dans un projet de ce type-là qui est relativement simple, puis qui peut être bien fait, puis qui peut justement s'assurer qu'il est utile pour la personne qui doit interagir avec le système. Après ça, il faut qu'il soit utilisable aussi. Oui. Tu peux le rendre utile, mais c'est tout le temps une échelle perçue. Tu sais, tout ce qui est UX puis interaction en machine, c'est tout le temps une question de perception de l'utilisateur. Enfin, c'est une efficience perçue versus une efficience réelle. Puis si tu fais juste te mesurer sur l'efficience réelle, tu as un problème parce qu'à la fin des fins, ta motivation ne vient pas de quelque chose que tu perçois toi-même puis qui est ta réalité dans les faits, ta conception de la réalité. Fait que c'est quelque chose qu'on essaye tout le temps de balancer. Fait que un projet qui va bien, je veux vraiment répondre à ta question. Oui, c'est ça. C'est un projet dans lequel on a accès à des experts, qu'on a accès à des utilisateurs, puis qu'on est capable d'itérer avec eux autres pour aller valider nos hypothèses. C'est là, dans le processus de création ou de conception, tu veux itérer avec des solutions qui sont des mock-ups ou des solutions qui sont des prototypes fonctionnels, puis tu veux aller valider. OK, c'est une même qui utilise ça. Parce que je reviens au concept que je disais tantôt où les gens parlent en mode solution. Si tu fais juste une entrevue avec un utilisateur, il va te dire ah oui, si ça faisait ça marcherait. Mais si tu fais une observation d'utilisateur, tu vas dire ah, mais c'est pas tout à fait ça que tu fais dans les faits. Oui, c'est ça. Tu sais qu'il y a un système, il y a un petit problème là, fait que tu as tout le temps ce petit quirks-là que tu utilises pour bypasser cette problématique-là, mais c'est tellement intégré qu'il ne va pas te le verbaliser. Puis ça, on le voit aussi dans les comportements physiques là, dans une usine, justement, là, où il y a toutes sortes de petits quirks post-it qui fait que c'est tellement rendu intégré qu'il ne va pas te le dire quand que tu vas le passer en entrevue. Mais si tu vas l'observer une demi-journée de temps, ce qui se fait tu fais il fait tout le temps un pas de côté rendu là. Il fait tout le temps un petit. Puis ça, c'est là que tu peux avoir des petits insights de un peu ça, il faut le fixer. Là. C'est ça, le problème, il est là, dans les faits. Ou ça, c'est une des parties qui fait du problème. T'sais.
C'est vrai que l'expérience puis la longueur du temps que tu es en train de faire la même tâche, tu as trouvé tes propres solutions. Tu élimines tes irritants, là, tu sais. Tu minimises au maximum. Exact, t'sais. de base, mais ça veut pas dire que tu penses à les dire à l'expert qui t'accompagne. Fait que ça veut pas dire que la solution que tu vas choisir va être adaptée. Fait que je pense que la phase d'observation est vraiment importante. Il y a beaucoup de choses que tu as dit dans la réponse de notre dernière question qui a bifurqué à gauche et à droite, mais mettons qu'il faudrait que tu identifies, mettons, 2 à 3 facteurs de succès. Oui. Je m'attends à ce que tu nommes la collaboration parce que tu l'as mentionné de Assurément. l'avant. Y a-t-il autre chose quand même que tu dis ça, là, je recherche ça dans mes entreprises que j'accompagne parce que je sais que ça met de l'avant le potentiel succès de mon implantation, tu sais. Je pense que, tu sais, oui, collaboration, comme je disais, à tous les niveaux, là, comme je disais là-dedans, c'est super important. D'avoir une approche qui est itérative. On ne va pas trouver une solution. Tu sais, quelque chose qui est évolutif et itératif, on doit tester des choses. Comme je disais, c'est tout le temps une question d'hypothèses validées. Là. Ouais. On doit partir avec des hypothèses, puis on doit partir avec le fait qu'il faudrait les challenger avant de s'en aller trop loin. Puis comment je peux trouver la meilleure façon de les valider, que ce soit avec les subject matter experts ou avec les employés ou avec les volets technologiques. Mais assurément que ça fait partie des choses, des facteurs à succès qu'on doit avoir. Puis, un des autres volets que je pense qu'il faut qu'on aille, c'est ce triforce-là à considérer. On a un besoin d'affaires à résoudre, on a un besoin humain à résoudre, puis on a un besoin technologique à considérer. Puis un projet qui ne considère pas un de ces 3 piliers-là va être un échec, assurément. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand frein à tes projets? Sachant que ça, c'est tes 3 piliers, mettons. Le plus grand frein est toujours l'accès aux individus. OK. Toujours. 90% C'est un du temps. combat constant. Là, C'est un combat constant. Je veux parler à ton utilisateur, non, t'as pas besoin. C'est toujours ça. Ah, T'as pas besoin, je le sais. Ou on sait comment nos clients fonctionnent. Ou je le sais comment mon employé fonctionne. Puis c'est rare, c'est toujours quelque chose qui est comme un... On va pas les déranger. L'accès aux gens est toujours un problème. On ne faut pas les déranger avec ça. On le sait déjà la réponse. Puis souvent, c'est qu'on va faire de la projection. Ouais, mais regarde, c'est pas compliqué. Regarde, on le fait comme ça. Regarde, moi, je peux te montrer que je le comprends. Mais dans les faits, tu as ton background à toi, ton background d'ingénieur, ton âge, tes expériences passées, tes expériences avec tes outils. Tu as tout ça en arrière de toi quand tu dis « Ouais, mais regarde comment c'est facile. » Ouais. Oui. Puis c'est là où ce qu'on trompe, dans le pattern, beaucoup de mythes en UX ou beaucoup de choses que le monde pense en user experience. Okay, parce que on va parler de customer experience, avec l'expérience client. On va parler d'employee experience, pour le volet employé. Puis si, mettons, je veux faire vite, je vais faire un amalgame dans user experience. Ouais, c'est bon, tout tombe là-dedans. Puis, il y a souvent un mythe qui est keep it simple, stupid. D'avoir une approche KISS avec les clients. Vous avez peut-être déjà entendu ça dans des projets. C'est pas compliqué. Il faut qu'Homer Simpson soit capable d'utiliser ça. Tu dis, keep it simple, je pense. Exact. Oui, c'est ça. Exact. Stupide pour certaines personnes. C'est même le plus débile soit capable de l'utiliser. Mais c'est pas ça la réalité. Non. Tu as des utilisateurs experts, là, qu'eux autres, tu le fais tout en mode KISS. Là, ils vont dire c'est-tu pénible d'utiliser cette plateforme-là? C'est long, tu es obligé de faire 8 clics. Mais tu as peut-être du monde qui ont peu d'expérience, que c'est pas leur background, qui ont pas la littératie informatique que tu pensais avoir, puis qui, lui, doit être capable de fonctionner aussi. Fait, si tu fais tout ton chemin, soit pour un, soit pour l'autre, tu n'atteins pas ton objectif. Fait qu'en faisant l'utilisateur commun, leur expérience commune, autant client qu'opérationnel, employé ou autre personne qui est affichée à utiliser cette solution-là, ben, tu es capable de faire un melting pot de ces solutions-là. Mais c'est de leur offrir des choix. Regarde, mettons, j'ai des... Encore une fois, des affaires qui sont très galvaudées puis que du monde va se rouler les yeux, mais tu as des personas que beaucoup de monde crée puis qui n'utilisent pas, dans les faits, là, ou qui n'utilisent pas comme il faut, puis qui ne vont pas dans le niveau de détail qu'ils pensent. Ils pensent que c'est une case à cocher. Si j'ai fait un persona dans mon projet, j'ai fait mon UX. T'sais. Ou si j'ai fait des wireframes dans le projet, j'ai fait mon UX. Mais dans les faits, on s'en fout un peu du persona. Est-ce que j'ai le bon mindset quand je pense à la solution que j'implante pour cette personne-là, puis je ne fais pas de la projection de mon besoin, puis de ma connaissance, puis des conventions que moi, j'applique sur cette personne-là. Le persona, il sert juste à te remettre en tête de dire c'est pas à moi que je fais, c'est pas pour moi que je fais l'outil, c'est pour ce type de connaissances-là ou ces littératies-là, informatique, puis ainsi de suite. C'est un peu ça qu'on essaie de résoudre, puis
cet accès-là à faire, c'est souvent vu comme... L'analyse en général est souvent vue, audit, analyse, prendre le temps de comprendre est souvent vu comme ah, mais on l'a fait, ça. Je peux tout te répondre. Regarde, lui, là, il incarne la connaissance du projet. J'ai pas besoin que tu retournes là. Fait que si en plus tu amènes ça au niveau des employés, on dirait que c'est plus facile de le faire passer du point de vue TI. Quand tu dis ouais, mais t'es sûr que tu connais c'est quoi tes API fonds, tes règles d'encryptage, tes règles. Parce que c'est plus technique. Là. Ouais, puis là, le monde fait ah non, c'est vrai, je le sais pas. Fait que là, c'est facile de le faire passer. C'est plus facile de le faire passer avec les règles d'affaires aussi. Tu vas calculer ton retour sur investissement comment, tu es sûr que le légal, c'est ça qu'il dit. Puis, tu sais, de challenger des affaires factuelles, comme ça, c'est plus facile. Fait que tu arrives souvent à dire, ben, je vais gagner ces combats-là d'audit ou d'analyse. Mais après ça, le combat de dire, tu es sûr que tes utilisateurs, c'est ça qu'ils font? Ah, ben oui, regarde. Puis là, ils font clic, tu sais. Puis ça, on dirait que c'est une barrière ils ont déjà given sur 2 des 3 points, puis là, ils font comme ça, là. Je ne perdrai pas d'argent là-dessus, je ne perdrai pas de temps là-dessus, je ne dérangerai pas des gens avec ça. Puis c'est là que. Oui, puis là, il y a le père de famille en moi qui va penser que c'est pas parce que tu dis à quelqu'un de faire quelque chose d'une certaine façon que c'est de même qu'il va le faire quand tu ne seras plus là. C'est ça. C'est puis même des fois, tu sais, j'ai pas d'exemple concret là à la main, là, mais des fois, on va voir les gens sur le plancher comment ils travaillent, puis ils disent ben, comment ça, tu fais pas ça comme on t'a dit? Ben, parce que si je fais ça comme ça, ben, je vais plus vite. Puis ça me permet d'en rentrer plus dans la journée. Fait que, tu sais, même des fois, on dit on va trouver des mauvaises surprises. Des fois, on peut en trouver des bonnes aussi. Là, ces gens-là, ils ont des choses à apporter. Là. Eh bien oui, des fois, c'est eux autres qui ont les meilleures solutions parce qu'ils ont les 2 mains dedans. Tu sais. Exact. Donc, conclusion de ce point, c'est le plus grand frein, c'est l'accès aux utilisateurs, aux opérateurs, aux employés, aux clients, etc. Donc, entreprises qui nous écoutent, pensez au fait que plus les accompagnateurs ont accès à la réalité de votre entreprise, mieux sont-ils pour vous accompagner. Et donc, vous allez gagner sur investissement le temps qu'il va avoir parlé avec ton employé parce que la solution risque d'être plus adaptée aux besoins réels ou à l'irritant ciblé par la personne qui accomplit la tâche au quotidien. Exact. On a parlé aussi de saisie d'informations. Tu as dit pourquoi je collecte cette information-là. Si l'utilisateur ne sait pas pourquoi il faut qu'il rentre dans sa fiche telle et telle information. Je sais que quand on avait préparé un peu l'épisode ensemble, tu avais parlé de l'importance de la saisie d'informations. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'sais? Parce que je sais qu'on est dans un monde numérique maintenant, puis que tout le monde se fait dire et se fait pousser, collecte de l'information, sort de l'information, ait des KPI, des indicateurs de performance. Faut que tu collectes tout. Mais comment on fait pour faire la balance entre la bonne saisie d'informations qui est utile, qui va me servir à prendre des décisions ou à avoir un peu mon carnet de commandes ou comment je peux faire plus de ventes, etc. Puis comment pas se perdre dans je fais de la collecte de toute l'information, je suis un peu mêlée, il y a beaucoup d'informations poubelles là-dedans. Mm-hmm. Comment vous faites pour inculquer un peu l'importance de la saisie d'informations sans que les clients soient comme j'ai toute l'information à m'apporter, mais je fais rien avec. Mm-hmm. Bien, un projet de données, là, un projet d'information comme ça, c'est tout le temps... Il y a beaucoup de cimetières à information ou à données là, dans nos entreprises. Cimetières à information. Je l'aime celle-là. C'est où la donnée va mourir puis que personne ne va jamais aller la déterrer. Là, mais c'est peut-être pas une donnée que tu as besoin de collecter dans ces moments-là. Là. Non, mais il y a eu la grosse vague du big data, puis tout le monde voulait faire du big data, puis c'était important. Puis après ça, de se dire... Ouais, mais j'ai-tu la capacité de le faire? J'ai-tu la capacité de la stocker? C'était une chose. Fait qu'en fond, on tombe dans le technique. Là. Mais je vais-tu avoir le temps de le faire? Ça, c'est l'autre question. Puis on est submergé d'informations. Puis ça peut amener à différents problèmes là, dans une entreprise qui peut être soit les décisions. Parce que mais si j'ai telle autre information de plus, je vais pouvoir prendre une décision. Là, tu déterres un autre cadavre, justement. Puis là, tu tombes dedans. Puis là, tu dis mais si j'en déterrais un autre, peut-être que je serais capable de finir de prendre la décision. Ou justement de tellement la simplifier ou la masquer ou la summariser dans un dashboard, dans un Power BI ou dans un... que tu sais pas ce qu'elle incarne réellement à l'arrière. Comment on arrive à cette décision-là. Ça devient une boîte noire un peu de... j'ai des KPI, là, puis tant que ces KPI-là restent ouverts, je suis correct. Mm-hmm. Puis dans les faits, il y a du qualitatif qui est souvent oublié dans ce volet-là. Puis l'information arrive toujours de quelque part. Ouais. Elle arrive soit d'un humain qui la saisit, soit d'un système qui la fournit, puis, ou soit qu'elle est déduite par l'information qui
qui a été produite justement par les 2 autres axes, puis les différents axes qui fait partie du cycle de création d'informations ou de données. Puis après ça, la plupart du temps, ça va être soit créé par un humain, comme je disais, interprété par une machine, puis consommé par un humain pour prendre une décision. Puis c'est ce cycle-là, dans le fond, qu'il faut essayer de saisir, puis essayer de comprendre, à dire qu'est-ce que je peux faire pour prendre la bonne décision, qu'est-ce que je peux faire pour organiser cette information-là, puis comment je fais pour que, encore une fois, ça puisse évoluer dans le temps. Il faut que je sois capable d'investiguer ma donnée ou d'essayer de comprendre le sens de la donnée. Puis en général, si tu parles souvent, malheureusement, les données ne sont pas parfaites. Non. Ne sont pas stables tout le temps. Fait que tu vas dire, oui, moi, ma machine est stable parce qu'elle m'envoie tout le temps donné de cette façon-là. T'sais. Oui, mais après ça, comment elle est compilée, orchestrée, régurgitée ou comment est-ce qu'elle a été saisie au départ, elle peut varier dans le temps. Puis souvent, quand tu parles à des entreprises qui pensent avoir une bonne maturité en données, mais qui n'ont pas tout à fait, ils vont tout le temps avoir « Ah oui, mais cette donnée-là est un peu différente parce que il faut que tu considères que c'est juste tel type de projet qui rentre là-dedans ou c'est tel type de livrable qui rentre là-dedans, ça exclut tel volet. Ah, mais ça, on n'arrive pas à le compiler. Fait que là, quand tu regardes cette donnée, il faut que tu la comprennes comme ça. T'sais. Puis là, il y a des quirks, là, justement, c'est dans tout ce que je disais avec les interfaces. Il y a des quirks qui fait que ah ouais, mais moi, je comprends la donnée, puis je suis capable de l'interpréter parce que moi, je sais comment elle est torquée en arrière. Puis c'est là, souvent, avec un des mythes de, justement, j'ai pas besoin de UX dans un projet ou de user experience ou de conception centrée utilisateur si j'ai pas d'interface. Si j'ai pas de bouton à peser dessus, là, puis qu'il n'y a pas j'ai pas besoin de toi, tu sais. C'est un BI, j'ai pas besoin de toi. Je suis capable d'afficher ton Power BI sans avoir un gars en UX. Oui, mais à la fin des fins, c'est qui consomme la donnée? Oui, c'est ça. Il ne pèse peut-être pas sur un bouton, mais c'est quand même lui qui regarde le rapport. C'est ça. Qu'est-ce qu'il doit en saisir? Comment il comprend? Qu'est-ce qu'il doit savoir au moment de prendre la décision? Puis à qui c'est partagé cette information-là? C'est de l'humain. C'est de la psychologie cognitive. C'est comment j'interprète l'information. Puis ça, c'est le rôle d'un expert en UX, justement, de concevoir cette réflexion-là puis de la préparer et de faciliter la boucle de données, comment elle est saisie à l'entrée, est importante, comment elle est transformée après ça, pour qu'après ça, on puisse afficher à l'utilisateur en toute connaissance de cause qu'est-ce que tu es en train de consulter. Puis, juste avant la pause, mettons, je suis une entreprise, je ne fais pas beaucoup de saisie de données actuellement. Qu'est-ce que tu recommanderais à une entreprise qui veut commencer à faire la saisie de données, mais qui ne sait pas par où commencer, tu sais? Quelle donner tes utilisateurs, tes stakeholders, tes parties prenantes, tes humains dans ta business, finalement, a besoin pour fonctionner, aussi minime soit-elle, pour qu'il y ait un gain en efficience. OK. Si tu commences par là, puis tu n'es pas obligé de commencer par... Essaie de comprendre cette chaîne-là, puis essaie de comprendre qui va la saisir, qui va la transformer, qui va l'utiliser pour prendre une décision, puis fais que ce monde-là se parle, puis qu'ils se comprennent, puis implique-les. Fais pas juste dire à ton gars à service à la clientèle ou à ta fille à la vente ou peu importe, de dire là, tu me saisis ça, ce formulaire-là, ça va être utile pour moi. Fais-les se parler, ces deux-là. Si moi, je te saisis ça, toi, tu as besoin de quoi? Puis là, tu as comme une adhésion, tu as un engagement. Puis même si la décision qui est prise n'est pas ce que la personne aurait voulu parce qu'elle fait ça va quand même être pénible remplir cette information-là que je n'avais pas besoin de faire avant. Elle sait pourquoi elle le fait. Puis à la fin, tout le monde sait ça qu'ils veulent. Tout le monde a un job en espérant avoir un impact dans l'entreprise qu'il y a. Puis c'est peut-être pas ta motivation première, mais il y a très peu de monde qui espère n'avoir aucun impact et ne servir à rien dans le business. Là. Fait ça se peut que ta motivation première soit juste ta paye, mais tu veux quand même avoir un impact dans ce que tu fais, puis tu veux quand même que ça ait un sens. Fait qu'il faut que tu incarnes ce sens-là. On parle à des humains ou à des machines qui fournissent un sens à quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Ça finit tout le temps par il y a quelqu'un dans le... Il faut qu'il y ait un sens pour quelqu'un au côté résultat. Ce que j'entends, c'est perdez-vous pas dans la saisie multiple de plein de données puis traitez-la pas. Concentrez-vous sur certaines données qui vont être pertinentes pour des prises de décision. Puis ensuite de ça, faites le fil conducteur de qui va faire la saisie, comment on va le traiter, puis comment elle va être sortie pour la prise de décision. Puis de le faire, tu l'as dit souvent, par itération. C'est quoi les premières données que je peux collecter, premièrement, peut-être facilement, que ça ne fait pas un trop gros irritant, mais que ça me donne un gros gain sur investissement pour ma productivité, mon efficience, etc. Puis quand tu inclus ça dans ta réflexion, bien, en ajouter au fil du temps de la collecte de données et non juste
j'ai mis des capteurs sur toutes mes machines, j'ai toute cette information-là, puis je fais rien avec. C'est ça, exact. C'est quoi le problème que je veux résoudre? Ça repart, c'est tout le temps le même affaire. Quoi le problème que je veux résoudre? Pour qui je le résous? C'est quoi la plus petite itération que je peux faire pour avoir un gain maintenant? Puis comment ça va évoluer après ça? Génial. On va prendre une dernière petite pause et on vous revient rapidement. Vous écoutez Les Voix de la transformation. On tient à dire un grand merci à nos collaborateurs. Si vous souhaitez devenir un collaborateur et venir partager vos expériences, n'hésitez pas à nous contacter. On profite aussi de la pause pour vous inviter à vous abonner à notre contenu pour ne rien manquer. Donc, nous sommes de retour après notre courte pause et on avait commencé à explorer le sujet, mais on va aller un petit peu plus en profondeur sur c'est quoi l'interaction humain-machine exactement. Donc, est-ce que tu veux commencer par nous introduire c'est quoi, Louis-David? Puis après ça, on va aller plus loin. Oui, mais tu sais, j'ai abordé un petit peu à travers les conversations, mais tu sais, l'interaction homme-machine, c'est une discipline qui permet de justement essayer de comprendre, de concevoir comment l'être humain interagit avec son outil de travail. Fait que on va de machine au sens large, ça peut être une machine physique, ça peut être un laptop, ça peut être une automobile, ça peut être un système. Exact, ou ça peut être justement des interfaces. Fait que l'interface elle-même du laptop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis c'est en fait d'essayer de comprendre le cycle entre je comprends le contexte dans lequel je suis, je comprends la décision que je veux prendre, la tâche que je veux accomplir, puis les résultats que je m'attends d'avoir. Je comprends comment le système doit fonctionner ou comment moi je dois fonctionner avec le système pour qu'il atteigne mon objectif. Puis, je comprends le résultat qui m'affiche de mon action, à savoir si j'accomplis la bonne tâche. Puis c'est ce cycle-là continu, en fait, ce triangle-là d'informations qu'on essaie d'optimiser et d'essayer de comprendre. Fait que c'est une branche de l'ergonomie générale, puis là, les gens ont plus de référents des fois en ergonomie, qui est le fait d'adapter un environnement de travail ou un environnement de vie, là, dans certains cas aussi, quand on parle à médecine, en mode plus médecine, à l'humain puis à sa réalité. Donc, si, exemple, je suis en chaise roulante, je ne vais pas avoir un appartement adapté de la même façon que si je marche puis que j'ai accès aux choses qui sont plus hautes puis aux déplacements puis ce genre de choses-là. Donc, c'est cette idée-là de pouvoir adapter, dans mon cas, les interfaces et les systèmes, dans le fond technologique ou numérique, à la réalité des humains qui le consomment et qui l'utilisent. Je trouve que c'est un beau parallèle avec l'ergonomie parce que tout le monde comprend l'ergonomie. Oui, tout le monde sait c'est quoi à peu près. Choisis stratégiquement dans ta cuisine ce que tu mets dans l'armoire la plus haute parce que tu ne veux pas y aller tous les jours. Fait que dans l'interface, on peut voir la même chose. Si je veux que les boutons évidents soient les boutons que je consomme rapidement ou les autres, ils peuvent me demander une étape supplémentaire pour ouvrir une autre fenêtre, etc. C'est intéressant. Beau parallèle. On avait, comme nous autres, on a appelé ça un mythe, parce que on trouvait que c'était ça un peu. On a toute une vision de l'interaction humain-machine, qui est beaucoup basée sur l'aspect physique de l'interface ou de la machine ou comment mes boutons sont positionnés ou comment on pourrait comme défaire ce mythe-là pour plus comme le rendre approchable ou acceptable par le commun des mortels d'avoir à interagir avec des machines? C'est une bonne question parce que c'est vraiment un des points qu'on entend le plus souvent parler. J'ai pas besoin de UX, là, si je vais au sens large ou de CX ou peu importe, mais si j'ai pas besoin de UX, si j'ai pas d'interface, si j'ai pas de malléabilité dans mon interface, j'ai un système qui me permet que je peux pas modifier vraiment ou que j'ai pas le budget pour le faire, puis fait que j'ai pas besoin de UX. Mais dans les faits, une grosse portion de l'interaction homme-machine puis du UX dans ce cas-là, c'est UX, là, c'est user utilisateur. experience, Exact. expérience utilisateur, ou conception centrée sur l'utilisateur, qui est l'approche qui accompagne l'interaction homme-machine. L'idée, c'est de dire, est-ce que je comprends le contexte de travail? Ouais. Puis le contexte, il est à comprendre, peu importe si j'ai une interface ou pas à utiliser, parce que c'est pourquoi je consomme l'information, pourquoi je la saisis, pourquoi je la crée, pourquoi je prends des décisions, puis dans quel contexte cette décision-là se prend. T'sais. Puis je pense qu'un parallèle qui est facile à faire, c'est avec une voiture. Si je voulais juste comprendre le besoin de l'utilisateur ou juste comprendre le besoin qu'on veut résoudre, c'est de se déplacer d'un endroit A à un point B de façon la plus rapide possible, puis c'est la voiture qu'on a faite. L'idée, c'est si j'avais pas besoin de comprendre mon contexte, j'ai juste besoin de 4 roues, un moteur, puis un volant, puis ce que l'utilisateur a besoin d'utiliser pour se rendre au point A, puis du point A au point B. Mais finalement, on a mis des flashers, finalement, puis on a mis des lumières rouges en arrière pour dire que je break. Puis un toit.
C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte qui est au-delà de l'utilisateur, au-delà de moi, comme celui qui utilise la machine, que je dois informer les autres autour de moi que je vais tourner à gauche ou que je suis en train de freiner pour leur sécurité, leur bien-être, puis ce contexte-là. Puis ça, c'est quelque chose que souvent, on va dire, on va rester cantonné à la tâche qu'on veut résoudre. Fait que je veux qu'un système qui répond à la tâche A, B, C ou le processus suivant, sans penser dans quel contexte ce processus-là puis cette tâche-là est accomplie. Puis c'est là que tu as un problème d'adhésion ou tu as un problème d'efficience ou tu as un problème de « Ah, ouais, c'est pas tout à fait comme ça que ça va fonctionner ». J'ai des exemples avec des usines, justement, plus en manufacturier qu'on a déjà fait, où c'est une usine à jus que je nommerai pas. Puis, on faisait une interface mobile pour les clients, en fait, les experts en assurance qualité. Puis l'idée, c'était, lui, quand il fait ce travail-là, son attention, et c'est un des volets qu'on regarde beaucoup en interaction avec machine, l'attention, est-ce qu'elle est divisée ou elle est soutenue ou comment elle est? Puis, tu sais, si tu fais de l'assurance qualité sur une ligne de montage, ton attention n'est pas sur ton interface, en théorie. Non. Elle est sur ce que tu veux valider qui est correct. Fait que si lui veut valider la couleur, la viscosité, puis la quantité, mettons, qui est mis dans chacun des contenants, puis ainsi de suite, puis est-ce que c'est le bon jus dans le bon contenant, puis bon, l'assurance qualité avait plusieurs points dans ce cas-là, bien, son attention, elle est sur ce qu'il valide, et pas sur l'interface qu'il utilise. Mais s'il veut avertir qu'il y a un problème puis il veut que ça arrête vite, parce qu'il faudrait peut-être arrêter de gaspiller du jus ou des contenants ou peu importe, qu'est-ce que l'interface sur laquelle n'est pas mon attention primaire doit pouvoir faire? Arrêter. Il faut qu'elle arrête. Comment je fais ça? Rapidement. C'est ça. Il ne faut pas que je sois en train d'ouvrir 4 fenêtres. Là. Exact. Il ne faut pas que je sois en train de dire ouais, le système te permet de dire que la viscosité est bonne, puis permet de dire que la couleur est bonne, puis regarde, tu as toutes des cases à cocher, tu peux dire viscosité est bonne, ça. Oui, mais attends un peu, si tu as 8 boutons dans ton écran pour dire que tout est beau, c'est de l'attention que tu demandes. Il faut que je me concentre sur ce que je fais. Versus si je vais t'avertir quand tout n'est pas beau, puis si c'est beau, je laisse aller. Ouais. T'sais, ça, c'est un par défaut. Un par défaut qui a peut-être plus de bon sens. Il y a des volets où je suis dans un environnement qui est bruyant. Donc, si je veux pouvoir t'informer qu'il y a un problème dans une interface pour laquelle tu n'as pas ton attention, mais peut-être c'est des lumières, c'est des voyants que je dois faire, je dois avoir un mouvement qui attire beaucoup plus l'attention. C'est une petite sonnette. Là. Exact. Fait que c'est toutes les différentes façons, en fait, puis on le voit dans les produits qui sont bien conçus que tu as un petit feedback. Tu sais, au début, les premiers mobiles avec interface interactive, tu n'avais pas de feedback à savoir si tu avais appuyé sur une touche ou pas. Puis là, maintenant, il y a une petite vibration. Il y a un petit bruit, il y a un petit quelque chose qui se fait. Mais c'est pour comprendre que le système ne leur donnait pas de feedback qui confirmait que j'étais correct. C'est ça. Oui. Fait que c'est le genre de choses que nous, on va essayer de porter attention sur le contexte dans lequel les choses se prennent. Si c'est une décision qui doit se prendre vite, qu'est-ce que je dois synthétiser, qu'est-ce que je dois discriminer comme information. Fait que le contexte est vraiment le volet qui est souvent sous-estimé dans ces cas-là. Puis on va justement aller réduire ça à moi, mais j'ai pas besoin d'interface, j'ai pas besoin de toi pour faire des interfaces parce que c'est une interface simple. Oui. Puis moi, ce que je comprends vraiment, c'est il y a comme 3 volets dans le contexte. Il y a le contexte que moi, j'ai besoin pour agir. Fait que, par exemple, l'assurance qualité, ou l'automobile, je veux être capable de me rendre de point A à point B, ou je veux être capable d'identifier qu'il y a un défaut sur la pièce que je suis en train d'inspecter. Il y a le contexte de il faut que je sois capable de parler avec les autres utilisateurs autour de moi. Fait que quand je déclare qu'il y a un défaut sur cette pièce-là, qui est alerté, est-ce que la ligne de production arrête, etc. Même chose avec les clignotants, finalement, dans l'automobile. Je donne l'information à mon contexte extérieur. Puis il y a aussi l'environnement, comme tu as mentionné, le son. Je suis dans une usine super bruyante. Je ne vais pas mettre une sonnette pour me dire qu'il y a un défaut, je ne l'entendrai pas. Même chose pour l'auto. Oui, j'ai 4 roues, j'ai le moteur, j'ai le volant. J'ai maintenant les clignotants, mais mon environnement tel quel, je disais au Québec tantôt, j'ai un toit, j'ai du chauffage, parce que sans ça, même si j'avais mes 4 roues, mon volant, je ne me rendrais pas à destination en pleine tempête. Fait qu'il y a comme plein de volets à ce contexte-là à considérer pour que l'interface soit le plus adaptée possible. Oui, pour l'utilisateur, mais pour sa réalité d'environnement autour de lui. Exact. Puis l'interface au sens large. Son moyen d'interagir avec son univers, en fait. Fait que c'est pas juste des pixels à l'écran, l'interface peut être un bouton, peut être peu importe, mais c'est son moyen d'interagir. C'est vraiment l'interface au sens large dans ce cas-là. Je veux dire aussi, je pense qu'il doit y avoir, dans votre approche, il doit y avoir comme une réflexion par rapport justement à cette interface-là. Comment elle va être livrée à l'utilisateur? Est-ce que c'est sur un écran à son poste de travail, puis
à la fin de ces 4 inspections, il va faire un check-up ou est-ce qu'il y a un iPad directement dans les mains pour être sûr ou est-ce que c'est complètement distinct et que... J'imagine qu'il y a des décisions un peu plus stratégiques à ce niveau-là pour comme adapter l'interface à la réalité de l'utilisateur pour que ça soit le moins encombrant, le moins un irritant, mais le plus utile et fonctionnel. Tu sais. Mais c'est vraiment les deux facteurs. Tu veux que ça soit utile, puis tu veux que ça soit utilisable. Fait que ça, c'est les deux facteurs qu'on va regarder en général. Puis, tu sais, il y a des critères un peu définis par une norme ISO, mais c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser à tous les jours, mais il y a quand même, ça donne quand même une certaine vision ou angle, mettons, pour regarder ces choses-là. Fait que, tu sais, l'utilité, tu vas la mesurer par le fait que tu arrives à accomplir la tâche, que tu arrives de façon efficace, mais pas nécessairement efficiente, mais elle est utile parce qu'elle rend le service qu'elle doit faire puis elle atteint les résultats que tu devrais avoir. Mais pour la rendre utilisable, mais tu vas vouloir t'assurer que, justement, elle est efficiente. Tu as un rapport d'efficacité sur le temps que ça prend pour le faire. Tu vas vouloir minimiser les risques d'erreur. Puis comment tu juste en anglais, je ne sais pas pourquoi, tu recover d'une erreur. Là, comment tu t'en remets. Récupère. Oui, c'est ça, merci. Récupère ou rétablit, c'est deux bons synonymes. Fait comment tu récupères de ces erreurs-là, puis comment tu peux t'assurer que ça n'arrive pas une autre fois. Il y a tout le volet de la mémorabilité. Là, juste, toi, si tu utilises ce système-là à toutes les minutes ou à tous les jours ou de façon continue, versus un système que tu as besoin de faire une tâche une fois par 3 mois, par 6 mois. Il y a certains processus qui sont de cette nature-là. Est-ce que je vais me souvenir comment le faire la prochaine fois puis de façon efficace? Il y a tout le volet de la découvrabilité aussi. Là, le système, c'est plus que tu l'utilises, plus que tu découvres des fonctionnalités, plus que tu découvres des raccourcis, plus que tu découvres des choses qui t'est offertes. On a tous vécu ça avec un logiciel là, où tu deviens de plus en plus habile avec, puis tu dis « Ah, crème, il y a telle fonctionnalité, je ne savais pas, ça me sauve du temps. » Fait que, comment tu fais pour découvrir ce parcours-là dans la découverte? Puis il y a tout le volet de la satisfaction perçue. Est-ce que c'est satisfaisant ou à tout le moins pas trop irritant d'utiliser le système, puis comment je peux optimiser ça? Puis ces différents critères-là, bien, c'est des choses qu'on va faire. On va peser des pour et les contre. Puis on parle toujours de perception dans ces cas-là, parce que la perception vient vraiment de la réalité des utilisateurs dans ces contextes-là. Puis souvent, un des critères va ressortir avec des catégories d'utilisateurs ou avec des types d'utilisateurs, puis c'est celle-là qu'on va essayer de garder, maximiser, mais sans empiéter trop sur les autres. Mais on le vit tout un petit peu avec les nouvelles voitures, exemple, là, si je reste dans cette analogie-là, où on a remplacé beaucoup de boutons analogiques puis physiques par des écrans. Puis c'est cool parce que c'est pratique, parce que l'écran t'amène un contexte différent, donc tu peux avoir ton tableau de bord s'adapte à ce que tu veux faire puis à ta tâche. Mais à l'inverse, tu n'as plus le feedback, justement, je monte le son. C'est ça, je peux monter le son sans regarder, parce que je sais il est où le bouton, puis je sais comment j'ai un feedback physique qui me dit « Ah oui, OK, j'ai monté de 3 coches, puis je suis correct. » Mais là, à cette heure, il faut que tu trouves le bouton sur ton écran. Tu changes l'onglet en bas parce qu'il y en a comme 14. Là. Ça demande plus d'attention qu'avant. Dans une tâche que tu ne devrais pas trop diviser ton attention. C'est fou, hein? Drôle, le développement, maintenant qu'on y pense. Mais ça, c'est la satisfaction perçue. Puis l'utilité perçue qui a gagné peut-être sur l'efficience ou sur d'autres facteurs, dans le fond, que tu aurais pu valoriser. Puis c'est juste comme ça que la vie évolue. Puis c'est correct, dans le sens c'est correct quand même. Ah, mais des fois, les écrans sont rendus plus gros que ma télé. Là. C'est quand même... Tu comprennes. Ça, c'est le genre... Faut pas que tu le fasses de façon juste parce que tu l'as vu ailleurs. Faut que tu le fasses en connaissance de cause. Puis c'est ça qu'on essaie d'optimiser dans ces contextes-là. Là, je pense qu'on a dit beaucoup de choses sur l'interaction humain-machine. Mais s'il fallait que tu résumes un peu, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête quand on fait un projet de la sorte? Bien, je pense que la première chose, c'est que tu n'es pas l'utilisateur. Ou tu n'es pas le seul utilisateur. Ouais. Puis... Ça, c'est un des points qui est important de comprendre, que c'est pas parce que toi, tu le fais comme ça que tout le monde va le faire de la même façon puis va comprendre. Comme je disais tantôt, tu arrives avec ton bagage, tu arrives avec tes connaissances, ta littératie informatique, tu arrives avec ta connaissance de ton métier, puis tu as un gars que tu viens d'embaucher qui va commencer, qui sort peut-être de l'école ou qui vient d'un autre domaine complètement d'affaires, ou qui ne faisait pas les choses de la même façon, ou qui n'utilisait pas le même système, qui n'arrive pas avec ton bagage à toi. Mais souvent, les gens vont projeter leurs connaissances, leurs capacités, leurs facilités sur les autres, puis ils vont dire, si moi, je fonctionne avec, tout le monde va pouvoir fonctionner avec. Ou je vais prendre cette personne qui est la moins habile dans le système, puis c'est lui que je vais satisfaire, puis là, au détriment de tous les utilisateurs experts. Ouais. Fait que c'est cet équilibre-là de dire, tu n'es pas le seul utilisateur, et ces utilisateurs-là doivent trouver son compte, puis on doit optimiser si on veut régler le symptôme ou la problématique qui sous-tend le projet finalement dans lequel on est.
Ça, c'est un des facteurs, je pense, qui est souvent Négligé, j'imagine. négligé, puis pris pour acquis. Puis, ouais, mais cette personne-là fait 25 ans qu'elle est là, puis qu'elle fait ça, elle sait ce qu'elle fait. Oui, elle connaît les règles d'affaires, c'est sûr. Mais c'est la seule de 25 ans. Les autres ont tous 2 ans et C'est moins ça. d'expérience parce que c'est un pas changeant. C'est ça. Fait que ça, c'est un des aspects. Un des autres aspects qu'on voit beaucoup, c'est le désir d'innover. Il faut que je sois différent. T'sais, quand tu as fait un système, on va faire ça pour que ça soit à la fine pointe. Puis là, tu as l'équilibre entre la convention puis l'innovation qu'il faut que tu pondères. C'est important d'innover, c'est sûr. Je ne suis pas dans un domaine où tu veux innover, c'est sûr, c'est sûr. Mais au détriment de certaines conventions, peut-être pas. Ouais. Puis il y a des façons de faire dans un domaine, dans une expertise, dans un quotidien ou dans un type d'industrie qui est conventionné et conventionnel, puis peut-être aucun gain à résoudre ça. Puis si je prends un exemple que tout le monde peut se retrouver, c'est si je vous demande de changer la langue sur un site web, je vais prendre un exemple bien simple. Vous allez, où est votre premier réflexe pour aller regarder? En haut à droite. Fait que si je veux innover, pourquoi j'irais sacrer ça dans un menu ou dans le pied de page? Il y en a beaucoup qui innovent. Il y en a qui le font. Il y en a beaucoup qui innovent. Il y a des affaires standards. Là. C'est comme le lait à l'épicerie. Je sais, il va être où, là? Change-moi pas de place, là. Tout le monde sait qu'il va être dans le coin, là. Il est plus loin pour que tu passes à travers toutes les allées, mais au moins, je sais, il est où? Quand je rentre dans une nouvelle épicerie, là, et que ça me perturbe, là. Puis là, mettons que je vais tout le temps dans la même marque. Je suis comme, établissez quand même un standard, là. Vous êtes la même bannière, Puis c'est la même chose pour ça, là. Si je cherche à traduire mon site web, mets-moi pas ça dans un menu déroulant que je trouverai jamais, là. Exact. Parce que souvent, quand je veux changer la langue, ça veut dire qu'elle n'est pas dans la bonne langue. Fait que si c'est pas comme automatique, là, ça va me prendre un peu de temps de trouver la solution, là. Fait que même chose pour une barre de recherche. Même chose pour... Fait que, c'est tout des aspects qui est conventionné, puis que par désir d'innovation ou de vouloir faire différent ou de te démarquer, tu vas nuire à ton utilisateur alors qu'il n'y a pas de gain pour ta marque. Là, je suis vraiment dans la commercialisation. Je parlais beaucoup des autres lignes d'expertise, je disais tantôt, mais là, je suis dans la commercialisation. C'est des exemples que vous avez vécu toute la gang. Oui. Fait que pourquoi j'irais changer ça? Oui. Fait que pourquoi mon désir d'innovation irait à ce volet-là, ou changer la couleur, ou changer l'icône de la loupe, ou changer... Tu sais, il y a des choses qui sont... Tu sais, pourquoi... J'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va enlever la disquette, mettons, pour dire qu'on sauvegarde, mais il reste que c'est une convention que le monde comprend encore aujourd'hui, puis ils sont peut-être pas dire exactement comment une disquette fonctionnait, mais c'est une convention qui existe encore. On sait que c'est enregistré. Là. C'est ça. Fait que, il y a des aspects qui ne vaut pas la peine d'innover dessus, puis qui nuit, en fait. Puis c'est là, tu sais, ça, c'en est un des autres aspects que le monde va... On va aller tout en neuf, on va tout se moderniser, on va aller... Mais ça vient avec un changement de convention dans ton milieu de travail qui ne doit pas être négligé, puis qui doit faire partie de ta gestion de changement, puis qui doit faire partie de ton parcours si tu veux réduire ta courbe en J d'apprentissage là, le plus vite possible, puis avoir ton retour sur investissement le plus vite possible. C'est génial. Merci pour toute cette information. On approche la fin de l'épisode. On finit tout le temps avec les deux mêmes questions. Donc, on ne déroge pas. Nous, on aime les conventions. Si tu avais quelque chose à partager à une entreprise qui désire entamer sa transformation numérique, qu'est-ce que ça serait ton conseil pour eux? Je pense que de commencer à se faire accompagner le plus tôt possible. Ouais. Avant que les idées se cristallisent, puis avant que les décideurs se cantonnent, puis amènent justement les solutions qu'on mentionne. Je pense qu'à partir du moment où tu sens que tu as les symptômes d'une problématique que tu veux résoudre, puis que tu as les moyens ou que c'est le bon moment. Les moyens, c'est pas juste financier. Là. Oui, tu as les moyens financiers, fair enough, mais c'est les moyens de temps, la disponibilité, l'expertise, l'énergie disponible pour le résoudre. Tu devrais commencer à te faire accompagner en mode d'analyse et conception, si je parle de mon langage, ou en mode Audi, ou peu importe comment on veut le voir. Puis de se faire accompagner par les bons experts qui sont capables de faire du problem framing. Ouais. Je veux problématiser. Cibler la bonne problématique dès le début. T'sais. Je veux pas te vendre une solution. Non. Je veux pas te vendre un outil. Je veux saisir la bonne problématique, comme tu dis. Fait ça devrait être toujours... Puis si tu dis, mais oui, mais j'ai pas 4 millions pour faire un changement de projet. Non, mais peut-être que sur un projet de 500 000 ou 200 000 ou 1 million, peu importe, si tu prends 50 000 là ou 25 000 là pour juste t'assurer que tu vas régler le bon problème puis que tu vas amener la bonne information, c'est pas si cher payé que ça. Mais non, au moins, tu investis cet argent-là dans la bonne solution, dans la bonne problématique, tu sais, parce que
cette solution-là me coûte moins cher, mais finalement, c'était pas la problématique que j'adresse, c'est de l'argent perdu. Tu sais. Si le monde n'utilisait pas ton Dynamics CRM parce qu'il le trouvait compliqué, puis tu te dis, mais je vais installer Monday, mais ça se peut qu'il l'utilise pas non plus. Parce que le problème, c'est pas qu'il est compliqué. Non, le problème, c'est que exact. c'est pas ça qu'il a besoin de Ouais. faire dans sa journée. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses que je conseillerais, puis justement, dans une approche large, là, qui est utilisateur, technologique, affaires. Ce triangle-là doit être adressé avec du monde qui sont habitués de collaborer ensemble, qui sont habitués de négocier ensemble dans ces trois facteurs-là, puis de trouver le sweet spot Oui, c'est ça. pour le contexte dans lequel on parle du projet. Fait que ça, c'est le modèle idéal. Puis si après ça, tu as réussi à circonscrire ça, puis tu dis, OK, mais mon projet idéal coûterait 5 millions, mais c'est quoi le premier 100 000 que je peux faire pour que ça fonctionne? En phase, comme on disait au C'est ça. début. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis là, je vais juste faire un petit aparté là, de ça. C'est, oui, faites-vous accompagner, mais choisissez intelligemment votre accompagnateur aussi. Tu sais, je pense que, tu l'as bien dit, on ne cherche pas à se faire vendre une solution ou un logiciel ou une technologie X. Donc, ciblez un accompagnateur qui va être là pour vous aider à faire votre diagnostic, comprendre votre vision, votre problématique, creuser avec vous, vous challenger, mais surtout, pas vous entourlouper avec un logiciel qui est peut-être pas le bon parce que l'accompagnateur n'a pas la neutralité que vous auriez besoin pour démarrer un projet. C'est sûr qu'il y a un certain bout dans votre projet, on atteint le point que c'est le temps de chercher pour un certain logiciel. Là, c'est sûr que tu vas faire affaire avec des demandeurs de logiciels, etc. Ça, c'est normal. Mais quand une étape au préalable a été faite avec un accompagnateur neutre qui, lui, a une expertise spécialisée dans le framing de solutions ou encore la vision d'entreprise, bien, ça vous permet au moins de faire votre plan de match concret selon vos besoins. Puis après ça, avoir une meilleure tête sur ce qui s'en vient dans les phases et être moins influencé par le discours de vente, je pense, de différentes solutions technologiques. Oui. Pour clore tout ça, notre dernière question pour toi, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans notre discours, ben, ton discours, notre discours, l'échange qu'on a eu aujourd'hui durant l'épisode, t'a le plus marqué? Mais je pense que c'est l'intérêt, en fait, de comprendre cette dynamique-là d'entreprise où c'est plus que des machines, c'est plus que des besoins d'affaires, c'est plus que des sous que je génère, c'est à fin des fins. C'est des humains qui utilisent les choses, qui recherchent des bénéfices, qui recherchent de la valorisation, qui recherchent à créer de la valeur, qui recherchent un besoin d'information, un service. Et ils sont trop souvent pas partie prenante du projet. Oui, exclu de la réflexion. Exact. Tu sais. Oui. Alors qu'ils sont au centre de chacune des conversations. Tout le monde va tout le temps dire « Ah, mais c'est pour tel employé ou tel corps de métier chez nous, Tu as-tu c'est pour demandé tel ce qu'il a client. besoin, lui? » C'est ça. Mais il est toujours considéré comme un tierce, mais jamais partie prenante. Puis pour moi, c'est un cas de figure qu'on voit toujours, alors que dans ta vie quotidienne, si tu avais de quoi à faire dans ta propre maison, tu voudrais pas seulement être considéré, tu voudrais être partie prenante de la décision. Oui. Si Ben je veux oui. faire une rénovation, je veux être partie prenante de la couleur que je vais mettre, puis de ce qu'on met la salle de bain là, puis est-ce qu'on fait ci, ça. Je veux pas être juste considéré. Ah, mais je sais qu'il aime ça, faire ça, je sais qu'il aime cette couleur-là, je vais faire ça. Tu veux pas qu'on parle tout le temps de toi à la troisième personne. Non. Tu veux faire partie de la conversation. Mais c'est la même chose pour l'ensemble des acteurs d'un projet comme ça, mais à plus grande échelle, j'en conviens. Mais qui sont ceux qui vont bénéficier et qui vont générer le bénéfice du système. Puis ça revient à ce que tu as dit un peu durant l'épisode à un moment donné. Tu as dit le plus grand frein, ça va être mon accès à l'utilisateur ou à la personne que ça va impacter. Tu sais. Donc, si on peut clore sur ça un peu, c'est le temps que vos ressources vont investir dans la solution, même si vous avez l'impression que c'est comme entre guillemets, une perte de temps pour lui de ne pas être en train d'être sur la ligne de production, etc. La valeur ajoutée de son expérience au projet va bénéficier la solution et donc son temps futur, sa satisfaction, sa valorisation. Puis ça va orienter votre succès de vos évolutions. Eh bien, un énorme merci pour ta présence avec nous aujourd'hui, Louis-David. C'était très, très pertinent et enrichissant.
Donc, j'ai rien d'autre de plus à dire que merci beaucoup. Merci de ta générosité, d'être venu partager ton expertise avec nous. Là, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant. Là. Puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez suffisamment et définitivement dans les projets. Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Donc, on essaie de partager les expertises de nos experts et des gens qu'on reçoit au podcast au plus de monde possible. Donc, on vous dit au revoir et à bientôt.